conduit actuellement par la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle, et ceci à la suite de la parution de la loi Santé-Travail du 2 août 2021 que nous connaissons tous autour de la table virtuelle. Les principaux acteurs qui œuvrent dans ce groupe de travail national sont l'assurance maladie, l'AGEFIP, KEOPS, représentation des Cap Emploi, l'OETH, France Travail et la MSA. Et c'est important pour moi de vous dire qu'ils partagent plusieurs objectifs parce que ça justifie le webinaire d'aujourd'hui. Leur projet, c'est effectivement d'éclaircir le rôle et la complémentarité de chaque acteur au regard de la loi santé-travail, mais c'est aussi développer la sécurisation des parcours pour les personnes en arrêt de travail et enfin proposer des webinaires qui portent sur différentes thématiques comme les thématiques de cet après-midi. Donc, les informations que nous allons partager sont vraiment de nature opérationnelle. N'hésitez pas sur le côté pratique, n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant la main levée. Je pense que vous êtes tous adeptes de Teams ou vous connaissez bien son fonctionnement. Donc, voilà, nous ferons une pause de toute façon questions à la fin de chaque chapitre. Mais si vous voulez utiliser le fil de discussion pour réagir quand vous le souhaitez, n'hésitez pas. Et je précise qu'à la commande du fil de discussion, vous avez Joseph Max, qui est coordinateur de la cellule PDP de l'ICAM PDP de Seine-Maritime, donc certains d'entre vous le connaissent, et c'est lui qui se permettra pendant la séance de prendre la parole quand il y a beaucoup de questions, peut-être pour apporter des réponses aussi par voie orale. Bonjour à tous. Pour info, j'ai lancé l'enregistrement en même temps. Voilà, c'était aussi un sujet pratique. J'espère que personne ne voit d'inconvénient à ce qu'on enregistre. Ça permettra aux gens absents de se référer à ce contenu. Par ailleurs, chose importante, et je le redirai peut-être en conclusion, mais au cas où, les invitations n'ont pas fait l'objet d'inscription préalable. Donc, si vous souhaitez recevoir les supports, merci de nous adresser votre besoin et votre demande en utilisant la balle générique que vous allez voir apparaître dans le fil de discussion. Joseph va vous inscrire cette adresse mail générique. Donc, n'hésitez pas à en faire la demande parce que nous n'avons pas vos noms. Enfin, on en voit apparaître quelques-uns, mais quelquefois des numéros. Donc, ce n'est pas si évident pour nous. D'autre part, avant de démarrer, merci de couper vos micros parce qu'on est sur un format webinaire simple. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des interactions entre votre environnement et le nôtre. Donc, merci en tout cas de couper vos micros. Je vous propose qu'on démarre et chacun va se présenter au fur et à mesure. Et là, je cède la parole à mon collègue Frédéric Lelon qui va engager le sujet sur l'essai encadré, me laissant le temps pendant quelques secondes de partager le diaporama. Oui, donc bonjour à tous. Moi, je suis effectivement Frédéric Lelon, je suis responsable du service social pour le département de l'Orne et aujourd'hui chargé de plutôt présenter le premier dispositif qui est l'essai encadré en collaboration avec tous les acteurs autour de la table. Donc, on peut peut-être avancer sur les premières vignettes et aller jusqu'à la vignette qui présente le contexte. Alors, j'espère que tout se passe bien pour vous et que les images défilent. Si je peux juste avoir un petit mouvement comme quoi c'est bien clair pour vous. Vous voyez le diaporama? C'est bon. OK. Alors, on va aller directement sur la vignette sur le contexte de l'essai encadré. Donc, dispositif qui aujourd'hui est effectivement encadré par la loi d'août 2021. Alors, un tout petit peu de zoom historique. C'est un dispositif qui date de bien avant cette date, puisqu'il a démarré en 2013 avec une création et une expérimentation en région Nord-Picardie, et ensuite une généralisation en 2016, pour ceux qui ont connu. Donc, généralisation de l'essai encadré sur le territoire France entière. À l'époque, un essai encadré qui était plutôt réduit, puisqu'il était limité à 3 jours. Donc, une action de remobilisation qui est donc destinée à des assurés salariés avec un risque de désinsertion professionnelle, qui vise à permettre à l'assuré en question mieux mesurer ses capacités, ses limites. Alors, on voit sur la partie basse du bandeau les différents objectifs. Ça permet de tester la capacité du salarié à reprendre son ancien poste, tester les capacités à reprendre un emploi avec des aménagements, proposer aussi une reprise sur un nouveau poste, c'est parfois l'objet d'un essai encadré, et puis rechercher les pistes les plus adaptées par rapport à l'aménagement et au reclassement professionnel.
On peut passer à la vignette suivante sur l'essai encadré, les publics ciblés. Donc, le public cible, c'est évidemment celui qui concerne les salariés en arrêt de travail, quel que soit le statut. On voit qu'il est éligible pour les bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée. Alors, des exceptions malgré tout, pas de possibilité pour les travailleurs indépendants, ce qui est une limite. Alors, ce public peut malgré tout bénéficier d'un autre dispositif que vous connaissez peut-être, qui est la PMSNP, la prestation de mise en situation professionnelle, voilà, qui permet aussi une mise en situation active en emploi. Un dispositif qui est ouvert au temps partiel thérapeutique, quel que soit le type de temps partiel thérapeutique ou travail léger pour les assurés en AT-MP, et un dispositif qui ne nécessite pas, et c'est important, le bénéfice de la RQTH. Alors, les modalités de l'essai encadré. La première chose, effectivement, qu'on souhaitait souligner, c'est la possibilité d'un essai jusqu'à 14 jours, ce qui est une vraie avancée depuis 2021, puisqu'encore une fois, il était limité à 3 jours. Aujourd'hui, ça permet des mises en situation plus longues. Alors, il n'y a pas de durée d'indemnisation minimum avant la mise en place de l'essai encadré. On est sur 14 jours maximum renouvelable une fois. Peut-être préciser qu'on est sur du sur-mesure, c'est-à-dire que dans certaines situations, l'essai encadré peut être mis en place pour 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça, c'est vraiment le prescripteur qui détermine le niveau de cette durée d'essai encadré. Il est proposé par 3 types d'acteurs: service social de l'assurance maladie, les services de prévention et de santé au travail, les fameux services de médecine du travail, et puis les différents organismes de placement dont évidemment font partie les Cap Emploi, qui se sont largement saisis de ce dispositif. Un dispositif qui peut être réalisé au sein de l'entreprise d'origine du salarié, mais aussi en dehors de cette entreprise. Tout à l'heure, on va donner quelques chiffres, donc on pourra vous présenter un petit peu l'existant aujourd'hui et le ratio entre les essais encadrés réalisés à l'interne et à l'externe. Et un outil qui est complémentaire au temps partiel thérapeutique. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on répète assez souvent, notamment dans nos cellules PDP devenues ICAM. On est bien sur 2 dispositifs différents, notamment parce que lors de l'essai encadré, il n'y a pas de notion de subordination, contrairement à un temps partiel thérapeutique où le salarié est subordonné, bien évidemment, à son entreprise. La vignette suivante qui met en avant un choix du législateur qui a été de dire que systématiquement, le service social de l'assurance maladie est dans la boucle et doit donner un avis pour un accompagnement social. C'est un choix qui a été fait. On voit effectivement que c'est un dispositif qui peut être prescrit par d'autres partenaires de l'assurance maladie, donc les services de santé au travail, les Cap Emploi, mais systématiquement, le service social de l'assurance maladie est dans la boucle. Alors, il valide la pertinence du dispositif en accord avec les partenaires, mais de façon plus systématique, la volonté, c'est aussi de proposer un accompagnement social à 360 degrés, ce qui nous permet de toucher un public qui parfois n'est pas connu du service social en amont, ce qui est quelque chose qui est une plus-value pour nous et puis je l'espère pour les assurés eux-mêmes. Sur le détail du process, la première étape, c'est l'analyse du besoin. L'objectif, c'est d'évaluer qu'il s'agit bien le bon dispositif, et puis évaluer aussi la bonne compréhension par le bénéficiaire lui-même, donc le salarié en arrêt de travail, et par l'entreprise d'accueil. C'est des dispositifs qui sont souvent très, très nouveaux pour les 2 acteurs, donc on a aussi un rôle à jouer pour informer, expliquer et vérifier la bonne compréhension. Ensuite, on a une formalisation très officielle du dispositif avec des formulaires réglementaires qui permettent d'encadrer effectivement tout le dispositif et d'apporter un encadrement juridique qui est très sécurisant, notamment pour les employeurs qui le demandent. Et bien évidemment, une notification officielle qui est transmise par l'assurance maladie, qui elle aussi apporte un encadrement juridique à l'essai encadré. L'entreprise d'accueil a un rôle important et même essentiel, puisqu'elle accompagne l'assuré dans l'intégration dans l'entreprise. Elle détermine qui va être le tuteur, c'est-à-dire la personne qui, au sein de l'entreprise, va accompagner le bénéficiaire de l'essai encadré. Et puis, elle rédige un bilan de l'action, ce qui n'était pas le cas avant les derniers textes de loi, qui permettent d'évaluer effectivement la pertinence et les conclusions de l'essai encadré tel qu'il a été réalisé au sein de l'entreprise. Alors, plus précisément, le rôle des différents acteurs, le service social, il articule
les échanges entre les différents services de l'assurance maladie. Il réceptionne la demande, il fait ensuite ses transmissions de façon bien évidemment sécurisée. Et ensuite, il sollicite les avis auprès du service médical et de l'assurance maladie à travers la caisse primaire. Donc, je vais donner la parole à Emmanuel qui va préciser un petit peu le rôle des acteurs service médical et service de la caisse primaire. Donc, je te donne la parole, Emmanuel. Eh bien, merci. Donc, voilà, je suis Emmanuel Poignier, je suis responsable relations employeurs et référent PDP à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. Dans un premier temps, le service médical donc, rend son avis. Donc, il réceptionne la demande et il rend un avis sur la compatibilité de l'essai encadré avec la durée prévisible de l'arrêt de travail. En fait, en gros, il va contrôler que les fonctions qui seront exercées pendant l'essai encadré sont compatibles avec l'état de santé de l'assuré. Et elle informe également la caisse donc, de son avis, comme quoi l'essai encadré est possible. Et la caisse primaire d'assurance maladie valide et notifie la décision. Donc, cette notification d'accord officialise les dates de début et de fin de l'essai encadré. Et par cette notification, l'employeur a la preuve que l'assuré est couvert par le risque accident de travail, maladie professionnelle. C'est-à-dire que si pendant l'essai encadré, il y a un accident de travail qui se produit dans l'entreprise, l'assuré sera couvert et indemnisé au même titre que tout salarié. Et pendant l'essai encadré, eh bien, l'assurance maladie poursuit le versement des indemnités journalières, puisque l'assuré est toujours en arrêt de travail. Il faut vraiment que l'assuré soit encore en arrêt de travail pour bénéficier d'un essai encadré. Voilà pour moi. On va passer à la vignette suivante, alors qui est peut-être un peu redondante sur certains éléments, mais qui reprend la place du médecin du travail et de son équipe, bien sûr, mais aussi la place de l'employeur. Donc, le médecin du travail, il est incontournable pour la mise en œuvre de l'essai encadré, pour déterminer ce qui va être testé, ce qui va devoir être évalué durant l'essai encadré. Donc, très clairement, pas d'essai encadré sans service de santé au travail. Dans certains cas qui sont peut-être plus à la marge, il y a un lien qui peut être fait entre le médecin du travail de l'entreprise d'origine du salarié et le médecin du travail de l'entreprise d'accueil. C'est quelque chose qui est également préconisé dans les derniers textes de loi. Et puis l'employeur, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de possibilité, s'il n'y a pas une volonté forte de l'employeur et du collectif de travail, de mettre en place cet essai encadré et de l'accompagner correctement. L'accompagner correctement, encore une fois, ça veut dire déterminer qui va être le tuteur du salarié accueilli et puis évaluer tout au long du processus la qualité de la mise en œuvre, et puis parfois aussi tirer la sonnette d'alarme. Alors c'est rare, mais il arrive que des employeurs nous interpellent parce que l'essai encadré ne se passe pas bien, parce que finalement il doit être stoppé, notamment pour des raisons médicales. Donc on voit bien que le duo service de santé au travail et employeur, il est absolument indispensable. Alors, les avantages de l'essai encadré. Alors, ce n'est pas forcément exhaustif, on a mis en avant quelques éléments. Alors, peut-être un élément d'ailleurs qu'on n'a pas mis en avant, c'est la sécurité juridique et administrative que représente l'essai encadré, parce que c'est quelque chose qui répond à un parcours très précis, à un process, donc c'est sécurisant et pour le salarié et pour l'employeur. Pour l'employeur, c'est transparent parce qu'il n'y a pas à verser de rémunération. Hein. Le salarié, bien évidemment, continue de percevoir les indemnités journalières de l'assurance maladie. En cas d'accident de travail, parce que ça, c'est une question qui remonte souvent des entreprises d'accueil, il y a une couverture juridique, donc également extrêmement important. On a mis en avant aussi le fait qu'il y avait la possibilité de mettre en place un essai encadré avant la mise en place d'un temps partiel thérapeutique. Encore une fois, on est sur deux dispositifs différents, mais complémentaires, ce n'est pas systématique. Le fait que, comme toutes les actions de mobilisation, ça permet une reprise de confiance et une acceptation des restrictions. Parfois, on a des assurés qui sont démobilisés ou qui sont très craintifs par rapport à la possibilité d'une reprise d'activité. C'est quelque chose qui leur permet de mettre en avant et en lumière leurs aptitudes. Et puis inversement, parfois, ça permet aussi de se rendre compte sur le terrain, en situation concrète, de certaines limitations qui vont nécessiter des aménagements. Donc très, très utile dans ce cadre-là. Puis bien évidemment, peut-être ce qu'il faut terminer par là sur cette vignette, c'est un dispositif qui favorise durablement la reprise d'activité professionnelle dans de bonnes conditions. On donnera quelques chiffres tout à l'heure, parce que c'est le premier objet de cet essai encadré. Quelques chiffres, donc. Alors, je ne vais pas lire toute la vignette qui est relativement dense. Peut-être d'abord prioriser sur le premier élément qui est que 58%
des assurés qui ont bénéficié dans l'essai encadré sont reclassés sur un autre poste, un poste aménagé dans l'entreprise d'origine ou dans une autre entreprise. Donc on voit bien que c'est un dispositif qui fonctionne bien, sachant qu'on part toujours de situations où le risque d'inaptitude a été clairement posé par le médecin du travail. Ce qu'on peut mettre en avant aussi, c'est que c'est un dispositif qui monte en charge, notamment depuis la loi 2021, qui a porté de 3 jours à 14 jours la possibilité de laisser encadrer. On voit que c'est un dispositif qui rencontre vraiment son public. En 2023, en Normandie, 306 essais encadrés réalisés. Alors, je n'ai pas tout l'historique, mais une année avant, en 2022, on était à 279. Et sur tous les départements, on voit bien qu'il y a cette montée en charge du dispositif qui a vraiment du succès. Tout à l'heure, j'indiquais que l'essai encadré pouvait se réaliser soit dans l'entreprise d'origine, soit dans une autre entreprise. On a les chiffres 174 essais encadrés réalisés dans l'entreprise initiale, 154 dans une autre entreprise. En pourcentage, c'est peut-être un petit peu plus simple. Ça veut dire que 54% des essais encadrés sont réalisés dans les entreprises d'origine et 46% dans d'autres entreprises. Donc finalement, là aussi, il y a un bon équilibre entre les deux. Peut-être quelques secondes pour que vous puissiez lire les différents items que je ne vais pas lire un par un. Avant de passer aux questions. Aux questions. Voilà. Okay. Je vais prendre le relais sur les questions. Donc, on a une question de Madame Dubois-Thomas qui est: est-ce qu'un demandeur d'emploi en arrêt longue durée peut être accompagné de la même façon? Je te laisse la parole, Frédéric. Merci pour cette question. Du coup, alors ça dépend. On a vu que c'était un dispositif qui était réservé à des salariés, donc avec un contrat de travail. Dans la réalité, dans la vraie vie, on a quelques situations d'assurés qui ont un contrat de travail au démarrage de l'arrêt de travail. Le contrat se termine, par exemple, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou parce que malheureusement, il y a eu un licenciement économique ou autre. Et ce sont des assurés qui restent éligibles à l'essai encadré à partir du moment où on peut réceptionner l'avis du médecin du travail, qui reste toujours indispensable. Par contre, quelqu'un qui est déjà demandeur d'emploi au démarrage de l'arrêt de travail ne pourra pas bénéficier de l'essai encadré. Là, il y a d'autres dispositifs qui peuvent être mobilisés, mais l'essai encadré n'est pas éligible pour ce public. Joseph, y a-t-il d'autres questions? Une autre question par rapport au délai de mise en place de l'essai encadré. Alors, ça peut être variable d'un département à l'autre. Partout, on est sur une mise en place qui est réactive. Les participants à la table pourront me contredire si nécessaire. Ce que moi, je vois dans les points forts de l'essai encadré, c'est qu'on a une très belle réactivité. Alors, pour citer ce qui se passe dans l'ordre, moi, je demande aux prescripteurs d'anticiper de 15 jours, c'est-à-dire de nous solliciter au minimum 15 jours avant la mise en place de l'essai encadré. Et on a de notre côté alors une très très grande réactivité de la CEPAM. Et côté service médical, c'est pareil, on a des avis qui sont réceptionnés très vite. Donc, comme ça, j'essaie de me souvenir sur les 12 derniers mois, mais je n'ai jamais eu de situation où j'ai pu reporter la mise en place. Donc, on est quand même sur un dispositif qui se met de façon réactive. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Il peut y avoir des mains levées, hein. Pas de souci si vous voulez vous exprimer en direct, hein. Mais bon, on va avancer et puis on se donnera encore un temps pour les questions. Alors, on passe à un autre sujet, la CRPE. Là, je vais donner la parole à Maggie Rissi-Asselin, qui va pouvoir se présenter et nous présenter le dispositif. Bien, merci Véronique. Donc, d'abord, je me présente, Maggie Rissi-Asselin. Donc, je suis responsable du service social de l'assurance maladie du Calvados. Et donc, je vais partager avec vous et vous présenter la convention de rééducation professionnelle en entreprise. Un dispositif qui a un peu évolué, notamment suite à la loi du 2 août 2021 sur la santé au travail, où finalement, dans cette loi, on a vu les choses un peu se modifier. On parlait avant de contrat de rééducation, on parle aujourd'hui de convention de rééducation. Il y a eu des adaptations, quelques changements, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la loi du 2 août 2021 est venue renforcer ce dispositif pour impliquer les SPSTI, notamment dans l'utilisation de cet outil, qui globalement reste un outil beaucoup moins utilisé que l'essai encadré, et qui pour autant est un outil assez intéressant par rapport à la PDP. Donc, cette loi est venue vraiment mettre en avant en fait, ce dispositif de CRPE,
On parle aujourd'hui maintenant de convention de rééducation professionnelle en entreprise. Alors, ce dispositif est un peu particulier par rapport à l'essai encadré ou d'autres actions de remobilisation. Il est mis en place à l'issue de l'arrêt de travail. Alors que l'essai encadré, on le prescrit, on le propose pendant l'arrêt, la CRPE va être mis en place une fois l'arrêt de travail terminé. C'est un outil pour permettre d'accompagner un salarié avec un risque d'inaptitude fort posé par le médecin du travail, permettant finalement d'accompagner le retour à l'emploi dans l'entreprise si possible ou dans une autre entreprise avec un accompagnement sous forme de tutorat ou de formation pour aider le salarié à occuper un poste, son poste qui a peut-être évolué ou un autre poste s'il y a un parcours de formation. L'objectif est bien de maintenir le salarié dans l'emploi en lui permettant de se réadapter à son poste actuel ou d'acquérir de nouvelles compétences lui permettant d'occuper un autre poste. L'objectif, bien sûr, il est de prévenir les ruptures de contrat en offrant une alternative finalement au licenciement pour inaptitude. Et il permet de favoriser le retour en emploi en proposant un accompagnement personnalisé tout au long du parcours de rééducation, puisqu'il y a vraiment un accompagnement du début à la fin de cette CRPE auprès du salarié. Alors, les publics concernés, je le disais tout à l'heure, on est bien sur une cible salariée déclarée inapte ou pour lequel le médecin du travail a identifié un risque d'inaptitude. Donc là, on doit vraiment avoir l'implication du médecin du travail sur la mise en place d'une CRPE. Son avis est important tout au long du parcours, hein, c'est sûr. L'assuré doit être, il n'y a plus besoin de la RQTH. Auparavant, sur le contrat de rééducation professionnelle en entreprise, on avait la nécessité d'avoir la RQTH, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les bénéficiaires d'une rente AT-MP ou d'une pension d'invalidité peuvent bénéficier d'une CRPE, hein, mais ils doivent avoir eu au préalable des indemnités journalières. Au départ, on part bien, ce dispositif est proposé aux salariés en arrêt avec un risque d'inaptitude et on propose la CRPE à l'issue de l'arrêt. Par contre, comme l'essai encadré, la CRPE n'est pas ouverte aux travailleurs indépendants ni aux professions libérales. Alors, quelques précisions sur la CRPE. Donc, elle est bien. En fait, l'idée, c'est de préparer pendant l'arrêt de travail le parcours, le projet, d'identifier les besoins, d'évaluer comment on peut permettre aux salariés d'être maintenus dans son entreprise ou dans un autre poste au sein d'une autre entreprise, si possible. Donc, il y a bien toute une évaluation préalable avant l'arrêt de travail, avant de mettre en place une CRPE. Je pense qu'il n'est jamais arrivé le fait que l'arrêt se termine, on met en place une CRPE sans au préalable avoir eu un parcours accompagné de l'assuré par les différents acteurs de la PDP. Donc ce parcours, il est travaillé avec les services de santé au travail, le service médical, le service social de l'assurance maladie et les organismes de placement spécialisés, notamment Cap Emploi. Le contrat de travail du salarié qui le lie à l'employeur n'est ni suspendu ni rompu pendant la CRPE. On prévoira un avenant au contrat de travail, donc ça on en parlera tout à l'heure. Et la durée maximum d'une CRPE, c'est 18 mois. 18 mois en tenant compte du temps déjà indemnisé en arrêt de travail. Par exemple, si un assuré est en arrêt maladie déjà depuis 2 ans, il ne pourra bénéficier que de 12 mois de CRPE maximum, puisque en arrêt maladie, on ne peut pas aller au-delà de 3 ans d'arrêt. Donc, on est bien limité pour ceux qui sont en arrêt maladie à 3 ans maximum, entre l'indemnisation IJ en arrêt de travail et la durée du CRPE. Pour l'accident du travail maladie professionnelle, il n'y a pas de durée. Pour autant, on maintient une durée maximum de 18 mois de CRPE. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir quelqu'un en arrêt AT de 3 ans, on pourrait proposer une CRPE jusqu'à 18 mois. Plus d'RQTH possible, nécessaire. Le rôle des différents acteurs. Pour le service social, parce que je garde encore la parole, je la passerai après à Emmanuel. Donc, on est coordinateur de parcours, c'est-à-dire que sur une CRPE, on va être impliqué du début à la fin pour accompagner l'assuré dans tout son parcours de remobilisation
et de prise de ce nouveau poste. Alors, bien sûr, on interviendra avec les autres acteurs, services de santé au travail, Cap Emploi, s'ils sont impliqués dans ce parcours. Donc, on est coordinateur de parcours, un peu pivot et lien avec les partenaires internes et externes à l'assurance maladie. Et on procède à une évaluation globale. Un peu comme l'essai encadré, le législateur a voulu que l'assuré puisse avoir une offre du service social pour l'accompagner dans sa globalité par rapport à sa situation sociale. Et donc, le service social est donc impliqué sur tous les CRPE. Par rapport à la caisse primaire et le service médical, je vais laisser la parole à Emmanuel. Merci. Donc, pour la caisse primaire d'assurance maladie, donc c'est le référent PDP de la caisse qui va en fait mettre en place le CRPE. Donc, pour cela, le référent va récupérer tous les éléments nécessaires, à savoir donc, tous les avis médicaux, médecins du travail, médecins traitant et donc médecins conseil, mais également va récupérer tous les éléments qui vont concerner le tutorat et le plan de formation du salarié. Parce que, en fait, le but, ça va être de vérifier que la durée du CRPE soit bien en adéquation avec la durée de formation. Il ne s'agit pas d'avoir un CRPE donc limité par la fin des IJ de 6 mois, alors que le CRPE nécessiterait 18 mois. Donc voilà, on va vraiment vérifier l'adéquation entre ces deux durées, évidemment. Et le référent PDP va aussi également donc récupérer ce que l'on appelle l'attestation de présence, qui servira donc à la caisse primaire pour justement participer au salaire à hauteur des indemnités journalières qui étaient versées avant le CRPE, pendant l'arrêt maladie. Concernant le service médical, là c'est pareil, et il s'assure que l'arrêt de travail est justifié jusqu'à la date du début du CRPE. Par cela, il faut entendre que le service médical va vérifier, encore une fois, que l'état de santé nécessite, nécessite, on va dire, la fin de l'arrêt, c'est-à-dire que voilà, l'état de santé ne justifie pas une prolongation de l'arrêt, et dans ce cas-là, va donner son avis favorable pour que la CRPE puisse avoir lieu. Voilà, et c'est essentiel. Alors, le rôle du médecin du travail et de son équipe et de l'employeur, pas de CRPE possible sans l'avis du service de santé au travail. Il est important de pouvoir recueillir et l'avis du médecin et de son équipe sur la faisabilité de la CRPE, la nécessité de la CRPE avec ce besoin d'accompagnement, de tutorat, de formation ou d'adaptation de poste. C'est bien l'équipe du service de santé au travail qui va définir les besoins et qui va faire appel, si besoin, à des organismes tels que Cap Emploi pour pouvoir venir en appui sur des aménagements ou des besoins d'achat de matériel spécifique pour permettre aux salariés de reprendre son poste dans de bonnes conditions. Donc, il est vraiment nécessaire et important d'avoir l'évaluation médicale et les avis de l'équipe du service de santé au travail. L'employeur également, c'est vrai que pas de CRPE sans une implication forte de l'entreprise, puisque l'entreprise finalement va s'engager à accompagner le salarié tout au long de la CRPE, que ce soit pour le tutorat, où là en effet on va lui demander d'accompagner le salarié dans le tutorat pour apprendre un nouveau poste, ou même dans la reprise du poste. Le salarié souvent reprend une activité, donc il faut que l'employeur soit vraiment impliqué en acceptant que le salarié puisse partir en formation s'il y a un besoin de formation pour venir accompagner le salarié à occuper un nouveau poste. Donc l'employeur, évidemment, doit être impliqué pour que la CRPE fonctionne. Mais je dirais que si tous les acteurs repèrent un projet, sentent un salarié mobilisé, en général, voilà, et tout à fait, l'employeur se mobilise assez bien dans la mise en place du CRPE, voit les avantages à maintenir son salarié dans de bonnes conditions. Par rapport au process qui a été défini en Normandie, alors c'est vrai qu'on a la chance en Normandie d'avoir une instance de coordination de l'assurance maladie régionale où sont regroupées toutes les caisses primaires de la Normandie et le service médical et le service social. Et lors de cette instance, en fait, on a défini un peu un process pour mettre en place une CRPE qui soit commune finalement à tous les départements.
Donc l'idée, c'est de pouvoir voilà, avoir une offre de service CRPE un peu homogène sur le territoire normand. Donc ce process, en fait, il est défini comme la slide qui est présentée là. Donc on détecte une situation lors d'un parcours PDP d'un assuré en arrêt de travail. Donc c'est soit le service social, soit le service de santé au travail, Cap Emploi ou Comet. Hein. On n'a pas cité Comet, mais ils peuvent détecter des situations accompagnées en arrêt de travail. Cette situation, elle est présentée, partagée en instance de coordination de l'assurance maladie locale. Sur chaque département, vous avez une ICAM locale, ex-cellule PDP, qui valide finalement et autorise des assurés à mener une action pendant l'arrêt de travail. C'est lors de cette instance qu'on va présenter un projet qui aura souvent été étudié à la suite d'un essai encadré, par exemple. Pendant l'essai encadré, on a préparé un projet, un besoin d'accompagnement plus spécifique, et ben on va le partager en ICAM et se dire pourquoi pas une CRPE. Et finalement, la situation présentée va peut-être déboucher sur la validation en ICAM locale d'une autorisation d'aller vers une CRPE. Une fois qu'on a cette validation orale hein, qui est partagée en ICAM, à ce moment-là, je vais laisser la parole à Emmanuel parce que l'idée, ce qu'on a pu définir, c'est l'importance d'aller vers l'employeur pour engager et mettre en place la CRPE, que ça soit bien expliqué à l'employeur son engagement et l'engagement de la caisse primaire. Exactement. Effectivement, la rencontre avec l'employeur, elle est très, très importante. C'est un moment crucial dans la mise en place de la CRPE, puisque là, en fait, tous les acteurs, enfin, tous les protagonistes vont être réunis autour de la table. Donc, l'employeur, le salarié, ou l'assuré, et la CPM. Et éventuellement, on peut avoir aussi des partenaires, donc Cap Emploi, la médecine du travail. Donc, voilà, on se met tous autour de la table. Et là, ça va être vraiment l'occasion de rappeler les objectifs et les obligations des parties. Donc, les objectifs, les obligations de l'employeur, à savoir, donc, du coup, il y aura une rémunération de verser et quel montant cette rémunération. L'obligation d'assurer la formation prévue dans le cadre du CRPE. Le salarié, lui, d'être présent et de faire l'action. Et puis, la CPAM qui, elle, va donc verser une partie du salaire, voilà, qui est très importante. En contrepartie de l'engagement de l'employeur de garder, de prendre un salarié, de lui apporter une formation, la Caisse primaire d'assurance maladie assure le financement d'une partie de la rémunération. Ça sera également l'occasion de répondre aux dernières questions soulevées par l'employeur ou le salarié. Voilà, et à la fin de cet entretien, donc on signe la CRPE. Chacun repart avec son exemplaire et donc a pleinement conscience de ses obligations. Voilà. Donc, c'est vraiment un moment important pour l'ensemble des parties. Tout à fait. C'est aussi à cette occasion qu'est validé, que sont validés les objectifs hein, de la CRPE, comme tu le disais, sont vraiment définis et contractualisés lors de cet entretien. Il y a un engagement aussi d'effectuer un bilan intermédiaire et un bilan final avec l'employeur et les partenaires qui accompagnent pour vraiment mettre en avant ce qui a été fait et valoriser finalement tout le travail qui a été fait par le salarié, par l'employeur et où en est le salarié aujourd'hui. Ces bilans seront présentés en ICAM local aussi pour pouvoir partager auprès des instances, notamment aussi à la caisse primaire et au service médical, ce qu'est devenu l'assuré, le salarié, suite à la CRPE. Donc voilà, ce process-là, il est défini en Normandie. Et permet finalement vraiment de contractualiser les choses et de valoriser l'activité qui a été faite pendant la CRPE. Je te laisse la parole. Donc, précision sur la convention et ou avenant. Donc, la CRPE est formalisée au travers de la signature, comme on le disait à l'instant. Donc, document par le salarié, l'employeur, la caisse d'affiliation. Et surtout, important, ça donne lieu aussi à un avenant au contrat de travail. Donc ça, c'est vraiment l'employeur avec son salarié qui doit mettre en place cet avenant. Le CRPE peut être réalisé dans l'entreprise d'origine, alors soit avec une adaptation au poste, soit sur un autre poste. Mais il est également possible que l'entreprise ne puisse pas proposer de poste, parce que voilà, ça peut arriver, par rapport à l'état de santé du salarié, on ne peut pas garder le salarié dans l'entreprise et dans ce cas-là, le CRPE peut être effectué
dans une autre entreprise qui accepterait justement la prise en charge de ce salarié et qui pourrait proposer un poste en adéquation avec l'état de santé résiduel de l'assuré. Voilà. Et là, dans ce cas-là, on est sur la législation d'un prêt de salariat. Donc, c'est une chose qui existe, c'est possible. Voilà. Le CRPE ne se limite pas à l'entreprise d'appartenance du salarié. Et ça, c'est vraiment très important de le souligner, parce que voilà, ça peut ouvrir des champs un peu plus larges qu'une entreprise, et surtout, souvent, en fait, dans les petites et moyennes entreprises où voilà, il n'y a pas de mise de poste conséquence. Et donc, du coup, ça peut être fait ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est très important de le savoir. Alors, les avantages de la CRPE, donc elle vise à former un salarié apte et efficace dès la fin de sa formation. C'est vrai que l'enjeu, le challenge un peu qu'on se donne avec la CRPE, c'est qu'à l'issue de la CRPE, le salarié est apte à prendre le nouveau poste qu'il a appris ou oui, à occuper ce nouveau poste. On a un salarié avec toutes les capacités physiques pour occuper ce poste appris où, enfin, je cherche le terme en fait, où il s'est réaccoutumé à son poste initial parce qu'il y a eu des évolutions. En tout cas, le salarié est apte à la reprise à l'issue de la CRPE. Il favorise le maintien en emploi durable ou le recrutement durable. Le parcours qui est mis en place pendant l'arrêt et à l'issue de l'arrêt fait que c'est vrai qu'on a sécurisé au maximum le salarié et on vise à ce que l'assuré, le salarié, puisse être maintenu sur du long terme sur ce nouveau poste appris. Le rôle de tuteur pendant alors, c'est pas laissé encadrer, donc ça doit être plutôt la CRPE et valorisant. C'est vrai que celui qui va accompagner le salarié sur cette CRPE, c'est souvent valorisant, hein. Il a un rôle à jouer, il permet à un salarié d'occuper un autre poste ou de se réaccoutumer à son poste. Et c'est vrai que c'est souvent intéressant, en fait, dans une entreprise, ce type de parcours. Le tutorat, donc on a déjà parlé, hein, c'est pas que de la formation, la CRPE. Vous avez un employeur, vous rencontrez un employeur qui est mobilisé pour pouvoir accompagner son salarié sur un nouveau poste, un autre poste ou un poste aménagé. Le tutorat peut tout à fait faire partie d'une CRPE et puis à maintenir durablement donc, un salarié en poste tout en accompagnant l'entreprise. Donc voilà les avantages de la CRPE qui nous semblaient intéressants de mettre en avant. Alors, quelques petites précisions, hein. Donc, on n'est pas sur un contrat, on est bien sur une convention. Il n'y a pas de rupture de contrat de travail pendant la mise en place du CRPE. Et cette convention, elle est bien mise en place à l'issue de l'arrêt de travail. L'assuré, bien qu'on parle d'indemnités journalières payées par la caisse, hein, ce n'est pas un arrêt de travail et ce n'est pas des indemnités journalières telles qu'on l'entend quand on est en arrêt de travail. La CRPE est proposée aux salariés assurés par le service de santé au travail, par les organismes de placement spécialisés et de la compensation comme Cap Emploi ou le service social de l'assurance maladie. C'est un médecin du travail de l'entreprise d'origine qui donne son accord sur la mise en place du CRPE en lien avec le médecin du travail de l'entreprise d'accueil qui fait le lien avec l'employeur. Ça, c'est dans l'hypothèse où on a une CRPE externe dans une autre entreprise. Je ne vous cache pas que probablement qu'il est plus simple de faire une CRPE en interne, mais si tout à fait possible, si un salarié trouve un employeur prêt à s'engager sur ce projet de CRPE en externe, sous réserve de l'avis du médecin du travail de l'entreprise accueillante. Pas de durée minimale d'indemnisation en hygiène avant la mise en place d'une CRPE. Donc, ça, c'est aussi intéressant de le savoir. Cela dit, c'est vrai qu'il souvent il est souhaitable, s'il y a un arrêt de travail avant, on a travaillé un projet, on a accompagné le parcours, on sait vers quoi on va pour mettre en place sa CRPE. À l'issue de la CRPE, l'assuré peut bénéficier, s'il en fait la demande, et sous certaines conditions, hein, d'une prime de fin de rééducation. Donc ça, c'est au titre de l'action sanitaire et sociale qu'on peut porter une demande d'aide pour valoriser finalement le parcours du salarié. Donc c'est possible, en tout cas les textes le prévoient. Si le parcours est une réussite et a permis de maintenir le salarié, cette prime de rééducation peut être sollicitée auprès du Fonds d'action sociale de chaque caisse. Et en cas d'embauche dans une nouvelle entreprise,
à l'issue de la CRPE, notamment si c'est une CRPE en externe, la caisse primaire s'engagera à verser les 3 premiers mois de suite à l'embauche, à compter du premier jour de l'embauche. Alors, on vous propose, pour venir illustrer un peu ces 2 outils, avant de passer aux questions, le témoignage d'un employeur et d'un salarié. Il se trouve que sur ce parcours, le salarié a bénéficié à la fois d'un essai encadré, de 2 essais encadrés et d'une CRPE, et ils ont accepté de témoigner sur leur parcours respectif, hein. L'avis de l'employeur est aussi intéressant à partager. Donc, une petite vidéo de quelques minutes pour retracer le parcours de Monsieur Vidcock, alors de messieurs Vidcock, puisque tous les deux ont le même nom. Voilà, mais ils ne sont pas de la même famille, ils sauront vous le dire. Juste un petit instant que je partage la vidéo avec le son. Et là, on espère que ça va marcher. On n'a pas le son, Véronique, pour la vidéo. Alors, nous allons remédier à cela. Je vais faire appel à un soutien technique. Je vais en profiter pour commencer à répondre à quelques questions qui ont été posées dans le chat sur le CRPE, notamment, donc pour Rouen Elbeuf Dieppe, la référente CEPAM, c'est Marie-Hélène Faber qui est juste à côté de moi, et de l'assurance maladie qui est présent lors des rencontres avec l'employeur, c'est le référent CEPAM qui participe à ces temps d'échange-là. Tac. Joseph, on te propose de voir les questions et puis on essaie de trouver la solution technique. Voyons les questions. Alors, donc c'est Sophie Domas qui a une question. Donc, besoin d'un éclairage car sur une diapo, il est noté qu'un salarié avec une rente ATMP peut bénéficier de la CRPE. Je ne sais pas si tu nous entends, Maggie. Oui. J'ai cru entendre que si la CRPE était mise en place, les ISS AT seraient versés comme précédemment. Est-ce bien cela ou est-ce qu'il s'agit d'un salaire? Alors, attends, je vais reprendre la question là, parce que j'ai entendu 2 choses. Si le salarié a été en arrêt de travail avant la décision de la rente, il peut bénéficier d'une CRPE. Après, par rapport au montant de l'IJ, est-ce qu'elle sera versée comme précédemment? Alors, en fait, il y a un calcul qui est fait. Je vais laisser la parole aux caisses primaires. Il y a un calcul qui est fait. Le salarié ne pourra pas gagner plus que son ancien salaire. Je vais te laisser là. Tout à fait. En fait, le montant la participation au salaire qui est donc versée pendant la CRPE
elle est du même montant que les IJ, enfin que le montant des IJ versés avant la CRPE pendant l'arrêt de travail. Donc voilà, il n'y a pas de recalcul. Par le passé, on entendait une prise en charge à 50% du salaire. C'est plus du tout ça aujourd'hui, hein. C'est vraiment le montant des IJ versés pendant l'arrêt avant le début de la CRPE. C'est ce montant-là qui est versé. Ça veut dire que l'employeur peut avoir très peu à financer. Oui, voilà, oui, tout à fait. Bah, en fonction du salaire qui a été déterminé, et c'est pareil, le montant du salaire versé pendant la CRPE ne peut être inférieur à celui qu'il percevait avant l'arrêt. Donc un employeur, par exemple, on va dire un salarié qui avait un salaire assez important, je veux dire, je crois qu'il était directeur, c'est vraiment un exemple, c'est caricatural ce que je veux dire, mais il avait un salaire de ministre, voilà, c'est comme ça. Se retrouve avec un CRPE pour devenir, voilà, avec un emploi moindre, on va dire, et avec une perte de salaire, et ben, pendant la CRPE, de toute façon, l'employeur ne pourra pas verser un salaire inférieur à celui qu'il avait lorsqu'il était ministre. Je le fais très simple. Et nous, les montants des IJ qu'on va verser, ça sera le même qu'il avait avant le début de la CRPE. Donc voilà, il n'y a pas de recalcul. Et la part donc, de salaire la part de salaire versé par l'employeur va dépendre effectivement du montant du salaire. C'est-à-dire plus le salaire est important par rapport à le salaire d'avant, ben, voilà, il y aura un écart plus ou moins à prendre en charge par l'employeur. Effectivement. En cas d'ATMP, ça reste un outil du coup oui. très intéressant pour l'employeur. Oui, tout à fait. Donc justement, la question suivante, c'est comment est la prise en charge de la rémunération pour l'entreprise de son salarié? Alors, c'est vaste sujet. Alors, il y a deux solutions. Soit on est sur on va dire une prise en charge par l'assurance maladie. Donc, l'employeur verse les 50% du salaire. Enfin, encore une fois, 50%, ce n'est pas vraiment toujours le cas. Il verse donc sa partie salaire à l'assuré. Et nous, en fait, on va verser une partie du salaire manquant donc à l'assuré directement. Donc voilà, nous, on continue à faire comme avant et l'employeur comme avant également. Et puis, dans la majeure partie des cas aussi, on peut mettre en place la subrogation, c'est-à-dire que c'est transparent pour le salarié. L'employeur verse l'intégralité du salaire et nous, on paye donc la partie prise en charge par la CEPAM directement à l'employeur. Donc là, c'est transparent pour le salarié. Donc, question suivante, qu'est-ce qui pourrait motiver un refus de l'assurance maladie, de l'ensemble des acteurs de l'assurance maladie par rapport à la mise en place de ce CRPE? Alors, je vais parler pour la caisse primaire d'assurance maladie déjà. Le refus pourrait intervenir parce qu'on a décidé un CRPE de 10 mois, alors que le salarié a déjà bénéficié de 24 mois, enfin non, même plus, 30 mois de DIGI, donc il reste 6 mois de DIGI, alors qu'on met un CRPE de 10 mois. Donc là, ça sera un refus. On dirait, bah non, parce que les IJ vont se terminer avant la fin de la CRPE. Donc, c'est le motif de refus. On pourrait avoir donc une personne qui n'a tout simplement pas les droits administratifs suffisants. L'ancienneté dans l'employeur, voilà, il n'a pas son nombre d'heures dans les 6 mois. Enfin, je n'ai pas trop les règles des IJ, mais ça peut être voilà, une cause administrative de refus. Est-ce qu'il y a une cause plus en lien avec le projet? La question du tutorat, elle doit vraiment être accompagnée, travaillée. Enfin, tutorat, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il y a un engagement de l'employeur nécessaire pour accompagner son salarié tout au long du parcours. C'est pas juste un engagement oral, je serai présent et voilà, vous inquiétez pas. Il y a une participation, une contribution de l'assurance maladie financière qui est quand même importante. Et donc, du coup, l'employeur doit s'engager dans ce parcours pour accompagner le tutorat. Le tutorat nécessite quand même de poser un certain nombre d'objectifs auprès de l'employeur. C'est pas que des mots, quoi. Il y a un vrai engagement. Ça pourrait être un motif de refus si on n'est pas sûr de l'engagement de l'employeur. Pour le reste, si on a un risque d'inaptitude, si on a un projet qui est travaillé, construit et qui est cohérent par rapport à l'état de santé du salarié, là aussi, il faut que l'état de santé du salarié permette d'aller sur ce nouveau poste. Il n'y a pas de raison d'un refus de la CRPE par la caisse.
Tout à l'heure, je précisais que justement, le but du référent dans la caisse, c'était de récupérer les éléments justement de tutorat et de plan de formation pour s'assurer que les deux durées sont adéquates. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas mettre un CRPE en place de 10 mois alors que la totalité des formations, ça représenterait que 2 mois. Il y a une discordance entre les deux. Et voilà, dans ce cas-là, on va demander à l'employeur de condenser les formations pour qu'elles tiennent sur 3 mois. Et voilà, on peut aller jusqu'à, allez, on va dire 4 mois de CRPE pour dire il y a 3 mois de formation, il y a 1 mois de plus pour l'adaptation au poste. Donc voilà, donc ça va être pareil, une discussion entre l'employeur et nous. Pour, ben voilà, encore une fois, c'est un financement de l'assurance maladie. Je répète, la personne, elle n'est plus en arrêt de travail. Donc, c'est aussi une chance pour l'employeur et le salarié d'avoir cette aide. Mais voilà, l'assurance maladie ne peut pas financer un salaire si derrière, il n'y a pas un engagement de tutorat et de formation de la part de l'employeur. La sécurisation du parcours se jalonne-t-elle par des rendez-vous réguliers? Donc, est-ce qu'il y a uniquement le service social qui rencontre l'assuré, le salarié pendant ce process de CRPE, ou est-ce qu'il y a d'autres bilans intermédiaires qui sont faits par l'assurance maladie ou par le service de santé au travail? À minima, il y a un bilan intermédiaire et un bilan final. Après, avec tous les acteurs qui sont concernés par le projet et le parcours du salarié, donc le médecin du travail et son équipe est nécessairement impliqué dans ce parcours. Cap Emploi, et s'il est présent au début, s'il intervient dans les aménagements, dans la compensation du handicap pour le maintien du poste, il est important qu'il soit présent. Donc, tous les acteurs concernés au départ, en tout cas dans le suivi de la CRPE, ça nous semble important qu'il reste présent tout au long du parcours. Après, ça dépend aussi, voilà, ça dépend des projets. Il y en a qui seront peut-être plus impliqués que d'autres, suivant le parcours. En tant que service social, on sera là du début à la fin, et après, c'est les acteurs. Je pense que les services de santé au travail doivent être présents, puisqu'ils viennent vérifier finalement l'aptitude et les possibilités de tenir le poste, d'accompagner le poste, de l'adapter si besoin, de réajuster si besoin. Après, à minima, c'est bilan intermédiaire et bilan final. Il peut y avoir plus s'il y a besoin. Si on arrive à vous passer la vidéo, je sais que Cap Emploi est intervenu plusieurs fois en dehors du bilan intermédiaire et final pour accompagner et adapter les postes avec l'appui du service de santé au travail. Tout au long du processus de la CRPE, la CPM également sera présente puisqu'elle est destinataire des attestations de présence. C'est-à-dire que chaque mois, terme échu, l'employeur doit adresser à sa caisse primaire d'assurance maladie de l'assuré une attestation de présence qui servira de preuve justement pour le versement de la partie du salaire restant à charge pour l'assurance maladie. Donc tous les mois, normalement, on est censé être. Madame Giraud nous demande si on a un exemple de CRPE en dehors de l'entreprise d'origine, car j'ai des difficultés à appréhender dans quel cas il peut être appliqué. Est-ce que ça nécessite de trouver une entreprise accueillante, et qui trouve le nouvel employeur, l'autre employeur? Eh bien, en région normande, on n'a pas connaissance d'un CRPE à l'extérieur. Peut-être que dans d'autres régions, ça a été mis en place, mais dans la Manche, non, jamais eu le cas. Après, dans les autres régions, dans les autres départements, j'ai pas entendu de CRPE en externe. Donc, on n'a pas effectivement aujourd'hui d'exemple sur. Alors, on peut imaginer un CRPE en externe, par exemple, une Prestige ou un essai encadré a été mis en place dans une autre entreprise, sur un autre métier, mais il y a besoin de venir soit former le salarié à ce nouveau poste, ou soit l'accompagner dans la prise de poste. Et bien là, la CRPE, si l'employeur est intéressé, pourrait être mobilisée. Mais c'est vrai qu'on ne l'a jamais mis en place. Donc, à tester ou à expérimenter si vous avez des situations. Et ça laisse aussi la possibilité de pouvoir mettre en place, c'est ce que me disait Marie-Hélène, une CRPE dans le cadre d'un groupe qui aurait plusieurs entreprises et qui aurait une vision un peu globale des postes et des besoins qu'il peut y avoir dans les entreprises à droite à gauche, pour que ça ne soit pas un frein. Alors, moi, j'ai fait une présentation justement du dispositif de l'insertion professionnelle auprès d'un cabinet comptable. Et en fait, j'avais eu cette question-là. Donc, j'avais un peu creusé quand même. Mais en gros, l'entreprise d'appartenance du salarié va facturer
une prestation à l'entreprise d'accueil. C'est un peu comme de l'intérim, en fait, presque, on peut assimiler ça à de l'intérim. Et donc, nous, en fait, on va verser à l'entreprise d'accueil, donc le montant de notre participation. Donc, en fait, on va prendre une partie de la facture, on peut appeler ça comme ça, une facture finalement, qui est facturée à l'entreprise d'accueil. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà. Ou alors, soit l'employeur, l'entreprise d'appartenance du salarié fait une ristourne, c'est-à-dire en gros, elle dit la prestation, je vous prête mon salarié, ça vous coûte 2 000 € par mois, je vous fais facturer que 1 000, et nous, on rembourserait 1 000 à l'entreprise d'appartenance. Bon, il y a plein de solutions possibles. Voilà. En tout cas, nous, peu importe, on versera de toute façon une partie du salaire, soit selon la formule retenue par les deux entreprises, soit l'entreprise d'appartenance, soit l'entreprise d'accueil. Ensuite, Madame Dubois-Thomas qui nous demande si une CRPE est compatible avec un temps partiel thérapeutique. Oh là là, Sophie, tu me demandes des questions. CRPE compatible avec. Donc, un salarié peut se remettre en arrêt. Non, si, un arrêt de travail pourrait avoir lieu pendant la CRPE. Ça va mettre fin à la CRPE. Bon. Le temps partiel thérapeutique, j'avoue qu'on aurait besoin d'aller creuser la question avant de vous donner une réponse. Voilà, peut-être plus sûre sur le sujet. L'arrêt de travail est possible. Oui. Le temps partiel thérapeutique, en fait, dans quel but? Je diffère la réponse, Sophie. Moi, je connais ton adresse mail. On va se renseigner. On va se renseigner, Sophie. Merci, Maggie. Est-ce que si un assuré a une demande d'invalidité en cours avec une date de fin digidactée, est-ce que la CRPE est faisable sur le temps d'invalidité qui sera mis en place par la suite? Alors, quelqu'un qui a un ligi avant, c'est possible d'engager une CRPE. Donc après, ça sera engagé. Il aura... C'est vrai, du moment qu'il est... Vas-y. Non, vas-y, viens, je donc pour moi, donc la CRPE, elle vient à l'issue des indemnités journalières, donc la personne sera plus en arrêt. Et s'il y a une invalidité qui est notifiée plus tard, pendant la CRPE, qui sera déjà entamée, il n'y a pas de souci, puisque les invalides sont éligibles au CRPE, donc ça ne fait pas obstacle. Non, pour moi non plus. Je sais pas si ça répond à la question. Ça me semble répondre à la question, oui. Et est-ce que dans le cadre où il y a une formation dans ces CRPE, un organisme de formation est dans la boucle? Ça peut, oui, parce qu'en fait, l'employeur peut très bien faire des tutorats en interne, des formations en interne, mais aussi des formations en externe. Là, par contre, l'employeur prend en charge le coût de la formation externe. C'est pas le... Je précise. Après, ça peut encore, une fois, avec l'accompagnement des différents partenaires, il y a peut-être aussi des prises en charge possibles des formations externes. Après, avec la GFIS, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc là, voilà, ça va être... Oui, c'est possible. On a de nouveau la question sur le temps partiel thérapeutique. Est-ce que le temps partiel thérapeutique peut se faire en essai encadré? Donc une personne en mi-temps thérapeutique peut-elle faire un essai encadré? Oui. On revient à l'essai encadré. Ah, l'essai encadré, oui, tout à fait. J'étais sur le CRPE, mais oui, il n'y a aucune contre-indication. C'est compatible avec un temps partiel thérapeutique. Ouais. Sur le temps de l'arrêt. Sur le temps de l'arrêt, bien sûr. On en a quelques-uns. Et si je n'ai oublié personne, nous avons fait normalement le tour des questions. N'hésitez pas à prendre la parole directement si vous avez d'autres questions ou si j'ai malheureusement oublié quelqu'un. Sinon, Véronique, est-ce que c'est bon pour la vidéo? Oui, nous allons essayer. Partage. Hop, je pense que ça doit être bon. Et je démarre. On va voir si le son.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Wittcock, je suis gérant d'une entreprise de terrassement Wittcock TP. Bonjour, Emmanuel Wittcock, je suis chauffeur polyvalent chez l'entreprise Wittcock TP. Alors, particularité, on a le même nom de famille, mais on n'est pas de famille. Voilà. Emmanuel est obligé de suivre un processus lié à la santé BTP, dans le premier temps pour la reprise de son travail, car il a eu un accident au niveau de la main. Il y avait un blocage, réellement, au niveau de la santé BTP pour la reprise de son travail. Et lui, il avait à cœur de reprendre son métier qu'il exerce. Et il a fallu qu'on ait des aides, alors je dis bien entre guillemets, pour qu'Emmanuel puisse reprendre son travail. Et c'est ce qui s'est passé via la CARSAT, via l'assurance maladie et via l'aide de Madame Emo, qui fait partie de Cap Emploi 27 et qui a permis de structurer un petit peu et d'organiser tout ce petit monde-là et faire des réunions ensemble. Donc, ils se sont passés ici à l'entreprise avec tous ces acteurs et ça a bien aidé à l'évolution de la reprise d'Emmanuel au sein de l'entreprise. Moi qui ai été passionné, j'avais envie de reprendre, envie au moins d'essayer, quoi. La CARSAT m'a permis de faire un essai encadré. Et l'essai encadré m'a permis aussi de voir de quoi j'étais capable. Et je me suis aperçu que je pouvais quand même faire des choses. Suite à l'essai encadré, on a, grâce pareil à Madame Emo de Cap Emploi et la CARSAT, on a fait un CRPE. Et du coup, ça m'a permis de reprendre à mon rythme, avec sérénité, sans stress. Et autant pour moi, je pense aussi que pour Nicolas. Ça m'a permis de reprendre gentiment. Aujourd'hui, Nicolas a réussi à adapter mon poste et moi aussi, je me suis adapté. Et ça, c'est grâce au CRPE qu'on a réussi à reprendre sereinement, quoi. L'accompagnement, donc c'était sur l'année 2023. Les premières prises de rendez-vous ont été faites au mois de mars, donc c'est pour signaler que ça a été assez rapide pour une mise en place à la mi-mai, tout début en temps partiel. Hein, donc on a adapté la durée de travail d'Emmanuel toutes les semaines. On a commencé vraiment une journée, 2 journées, passé à 3 journées, après une série un petit peu plus longue derrière pour essayer de voir s'il arrivait à tenir au niveau de l'endurance. Puis savoir s'il n'avait pas non plus de douleur qui se réveillerait avec l'augmentation du temps de travail. Et à partir de juillet, il a travaillé à temps complet, avec derrière donc une compensation pour nous, l'entreprise, au niveau financier. Et aujourd'hui, donc voilà, via l'aide et via tous les conseils qu'on a eus par la CARSAT, et l'assurance maladie et les gens qui ont œuvré pour la reprise d'Emmanuel, et on a réussi à réintégrer une personne qui, au sein de l'entreprise, avec un poste quasi similaire à ce qu'il faisait avant. Donc c'était vraiment bénéfique de faire un essai encadré. Lui comme moi, on est ravis de ce qui s'est passé. Vraiment, ça a permis de confirmer à la BTP comme quoi je pouvais reprendre et à mon rythme en plus grâce à ça. Et au jour d'aujourd'hui, je suis très content d'avoir pris parce que c'est, on va dire, quand t'aimes ton métier, on va dire, c'est compliqué de le changer. Quand la situation est comme on l'aime dans l'entreprise, on n'a pas envie de changer d'entreprise non plus. Et grâce à ça, vraiment, ça a été cool, quoi. Vraiment, c'était une bonne chose, quoi. Voilà, j'arrête le partage. Est-ce que Maggie, tu souhaites compléter un petit peu ce témoignage? J'ai presque envie, j'ai la chance d'avoir l'assistante sociale qui a accompagné Monsieur Wittcock, normalement présent sur ce webinaire. Donc, Carole, est-ce que tu peux témoigner un peu? Monsieur Wittcock, de mémoire, a bénéficié d'1 ou 2 essais encadrés, ce qui a permis de venir confirmer les champs des possibles finalement sur un nouveau poste. Ouais, alors en fait, au départ, donc il y avait une présomption d'inaptitude au poste. Voilà, donc avec plutôt au départ peut-être éventuellement la réflexion d'une reconversion professionnelle extérieure. De mémoire, hein, Monsieur Wittcock avait dû commencer une action de remobilisation donc, sur un bilan de compétences adapté. Et au final, voilà, il tenait tellement à son emploi et à son secteur d'activité où il était vraiment très investi que finalement, les conclusions voilà, du bilan, c'était de chercher toutes les solutions pour un retour dans l'entreprise.
Donc, à partir de là, du coup, il y a eu une prise de contact avec le médecin du travail santé BTP, Cap Emploi. Et donc, du coup, on a mis en place, effectivement, de mémoire, 2 essais encadrés parce que la reprise, en fait, voilà, déjà, c'était au bout d'un long temps d'arrêt. Et puis, il y avait des risques ou en tout cas des doutes par rapport au ressenti des douleurs suite à l'accident de monsieur. Donc, il a fallu vraiment reprendre très progressivement. C'est ce qu'ils expliquent du coup dans la vidéo, ce qui a permis aussi à monsieur de se rendre compte voilà, de ce qu'il pouvait faire, plus faire, et aussi d'analyser aussi pendant l'essai encadré les besoins d'adaptation, notamment au niveau des matériels, comme l'engin donc sur la pelle, du coup, puisque c'est dans les travaux de terrassement. Et puis monsieur faisait aussi de la conduite de poids lourds pour emmener les engins sur les chantiers. Voilà. Donc, c'est vrai que les 2 essais ont permis d'analyser et ensuite, a été travaillé le CRPE avec l'employeur qui était, je maintiens du coup, très favorable aussi au maintien du salarié dans l'entreprise. C'est vraiment aussi, je pense, ça dépend aussi vraiment de la volonté de l'employeur, comment il s'implique, jusqu'où il s'implique. Et c'est vrai que là, c'était, j'ai envie de dire, l'exemple, ou en tout cas le cas école presque parfait, quoi. Oui, mais probablement qu'il y a d'autres employeurs peuvent être aussi motivés ou mobilisés pour garder un salarié et que cet outil peut vraiment être un moyen de le faire, quoi. Bien sûr. C'est vrai que tout à fait. l'employeur était très déterminé à garder son salarié et ça a contribué à la réussite de ce parcours. Tout à fait. Merci beaucoup, Carole. C'était pas prévu. C'est pas grave. Joseph, avons-nous encore quelques questions avant d'en arriver à la conclusion? Alors, on a visiblement fait le tour des questions. Je ne sais pas. Non, pas d'autres questions pour le moment. Ok, bon, vous connaissez la plupart d'entre nous, donc si vous aviez une réaction ou un complément de questions, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que toutes ces informations, puis les échanges qu'on a pu avoir, vous sont utiles pour la bonne compréhension de ces dispositifs. Alors là, on avait fait le choix, parce qu'on nous l'avait demandé, de présenter 2 dispositifs qui sont l'essai encadré, la CRPE. Mais vous savez que la boîte à outils, elle est constituée d'un certain nombre d'autres dispositifs pour accompagner les personnes. Donc finalement, en réfléchissant un petit peu là avec notre petit groupe de travail, on s'est dit que c'était peut-être le début d'autres webinaires de ce type sur d'autres dispositifs ou thématiques assurance maladie en tout cas. Mais que si vous souhaitiez qu'on creuse ensemble un sujet, on était tout à fait ouvert à cette possibilité. Donc voilà, la perche est lancée. À vous de nous dire, dans le cadre des ICAM locales ou autrement, si vous avez envie qu'on récidive, mais sur un autre sujet. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. On vous dit à très bientôt parce que voilà, on se connaît dans les instances, donc on ne sera pas sans se revoir assez rapidement. Donc merci à vous, à très bientôt et bonne continuation. Au revoir. Bonne journée.